L'idée, c'est de pouvoir continuer finalement à la suite de cette keynote et pouvoir enchaîner sur un panel dont l'objectif, comme disait Wadji et Dada, c'est de pouvoir échanger autour des infrastructures de Digital ID, quels sont finalement, quel est l'existant en termes d'état des lieux, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui au niveau national et international, et puis quelles sont les perspectives d'évolution que vont porter ces infrastructures de gestion d'identité. Comme on sait tous, alors on est dans un contexte dans lequel on assiste à une forte digitalisation des différents services à destination des usagers, hein, que ce soit des citoyens ou des entreprises. Et finalement, cette massification des services, on assiste aussi à la digitalisation de certains services critiques qui nécessitent une sécurisation toute particulière, notamment les services qui manipulent de la donnée personnelle. Et donc finalement, l'identité numérique constitue vraiment la clé de voûte pour accéder à ces services ayant disons, une criticité toute particulière. Que ce soit pour, on va dire, payer des factures, pour accéder à des services administratifs en ligne ou même pour voter, l'enjeu est finalement toujours le même. C'est de pouvoir sécuriser, mettre en place des infrastructures, des solutions sécurisantes et sécurisées qui permettent d'accéder à ces services-là avec une certaine facilité aussi d'utilisation pour les usagers et pour les différentes administrations qui mettent en œuvre et qui utilisent ces infrastructures dans le cadre de la fourniture de leurs services. L'objectif donc finalement de ce panel, c'est d'explorer et de voir un peu l'état des lieux en termes d'infrastructures de Digital ID et de pouvoir aussi explorer les perspectives et les évolutions qui viennent au niveau national et international autour de ce sujet. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'inviter donc les panélistes donc, que j'invite à se présenter. Donc, je commence en premier lieu par M. Mohsen Ijou, responsable de l'initiative de l'identité digitale au sein de la DGSN. Monsieur Mohsen Ijou, bienvenue. J'invite aussi Monsieur Shekel, qui est responsable de l'initiative Page Jeune au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Monsieur Shekel, bienvenue et ravi de votre participation. Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Mahed, qui est CEO d'Idacto, qui est une entreprise experte dans la fourniture de solutions d'identité numérique en Europe et à l'international. Monsieur, bienvenue et merci pour votre participation. Et puis aussi, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous M. Koureniki Mfoura, qui est Chief Strategy et Growth Officer au sein de Smart Africa. Monsieur, bienvenue et ravi de votre participation. Alors, pour faire finalement, pour donner suite à cette keynote de Monsieur le Président, ce que je vous propose, c'est de commencer par du concret directement, et là je me tourne vers Monsieur Ijou. Monsieur Ijou, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vision nationale autour du sujet de l'identité numérique? Qu'est-ce qu'on entend par identité numérique? Quelle est notre vision nationale et quelles sont aujourd'hui les solutions existantes sur ce sujet? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, comme vous avez dit, comme ça a été dit à plusieurs reprises, le DGSN a mis en place une plateforme de tiers de confiance nationale pour l'identité. Alors, j'explique un petit peu, ça a été dit par Monsieur le Président, mais j'explique un petit peu d'abord le rôle de la DGSN dans la gestion de l'identité, tout d'abord, et ensuite les spécificités de cette plateforme qui a été mise en place. Alors, tout d'abord, la DGSN, comme j'ai voulu le présenter ici, est le responsable régalien au Maroc de la gestion de l'identité. L'identité civile ou l'identité juridique des citoyens marocains a toujours été gérée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Ça fait partie des rôles de cette Direction générale depuis les années 50 en ayant d'abord produit plusieurs versions de cartes nationales d'identité, des documents d'identité puis des cartes nationales d'identité, jusqu'à en arriver à cette version-là. Alors, il faut savoir que la notion de tiers de confiance pour l'identité, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
pour l'expliquer, il faut savoir que depuis toujours, la carte nationale, à travers la carte nationale, nous étions déjà un tiers de confiance pour l'identité. C'est-à-dire que, vous le savez très bien, pour aller ouvrir un compte bancaire, pour demander un permis de conduire, un passeport, pour n'importe quel acte notarié par exemple, nous demandions, les opérateurs, les agents demandent de vérifier l'identité des citoyens marocains. C'est-à-dire que cette notion de tiers de confiance n'est pas nouvelle. Le DGSN a toujours été tiers de confiance pour l'identité. Ce qui a changé, c'est que la DGSN, consciente de cette avancée digitale, la multiplication des services, que ce soit pour le commerce digital ou pour le e-gov, tout ce qui est gouvernement, l'administration numérique, consciente de cette évolution-là, nous avons accompagné ce mouvement en améliorant, en digitalisant cette identité nationale. C'est-à-dire que la plateforme est là pour servir de lien de confiance, d'où le terme tiers de confiance, mais elle est là pour créer un lien de confiance entre des fournisseurs de services, qui peuvent être des administrations, des services du public ou du privé, et le demandeur, c'est-à-dire le citoyen, qui veut accéder à ces services-là. C'est ça la notion de tiers de confiance, c'est-à-dire que les fournisseurs de services ont besoin d'abord d'avoir les données, on parle toujours de données, les données de leurs utilisateurs. Ça peut être des utilisateurs, ça peut être des affiliés, des clients, des patients, etc., selon le contexte. Et en même temps, ils ont besoin de les authentifier. Vous le savez très bien, lorsque j'essaie de me connecter à mon compte bancaire, ma banque doit s'assurer de mon identité, mais moi aussi, j'ai besoin de savoir que mon compte bancaire, que l'accès à ces ressources-là est sécurisé par un moyen. C'est là où intervient la DGSN. Et d'ailleurs, nous avons travaillé depuis le tout début avec la CNDP, et je les remercie, pour mettre en place une solution qui respectait la protection des données à caractère personnel. C'est-à-dire que le citoyen garde toujours le contrôle de ces données, de ces informations, parce qu'ils sont sur sa carte nationale dans la puce. Donc, il faut préciser qu'on ne partage pas ces informations sur un serveur quelconque, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais y avoir de piratage de masse. C'est très important de le préciser. Le citoyen garde le contrôle sur ces données, ces attributs, un par un, ces informations, et il décide en donnant ce consentement à qui les partager. Donc cette plateforme a été lancée en avril 2022. Nous comptons plus de 1,9 million d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire que c'est des utilisateurs qui ont configuré leur application, utilisé la plateforme. Il y a plus de 52 services aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué ici dans ce salon qu'il y en a beaucoup encore qui ne savent pas, qui ne connaissent pas très bien cette plateforme. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un effort de communication à faire. Mais il y a plus de 52 services qui offrent déjà l'authentification avec cette plateforme. J'en ai mis quelques-uns, mais c'est vraiment une liste pas complète. Et hier, il y a eu 2 nouveaux services. Je tenais à le dire ici, c'est un service de Banque Maghreb pour l'accès à des services bancaires de Banque Maghreb, et aussi à Motadamon qui a intégré notre solution. Ça a été fait hier. Donc j'inviterai à la fin peut-être un QR code à scanner pour comprendre un petit peu plus cette plateforme, mais c'est ça un petit peu tous les contours de la plateforme qui a été mise en place par la DGSN. Merci beaucoup, M. Hichou. Du coup, vous aviez parlé de la notion de comment intégrer cette plateforme, et là je me tourne vers M. Chakil, parce que finalement, l'enjeu pour pouvoir réussir au-delà de la notion technique et technologique derrière une plateforme, c'est de réussir son adoption, qu'elle puisse être utilisée par une grande partie, on va dire, des opérateurs et des administrations. Et donc pour ce faire, je me tourne vers vous, M. Chakil, pour finalement nous parler un petit peu d'une expérimentation autour du PageJeune qui a intégré cette plateforme d'identité nationale pour justement fournir ce service. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bonjour, merci pour cette question. Je suis très heureux de partager avec vous justement l'expérience du PageJeune, une initiative portée par le ministère de la Jeunesse, de la Communication, de la Culture et de la Communication,
et qui constitue pour moi, à mon avis, un cas concret d'intégration de l'identité numérique nationale dans une intégration à grande échelle dans un service public, numérique, qui a un fort impact sur les citoyens et particulièrement sur les jeunes marocains. Avant de répondre exactement qu'est-ce qu'on a fait, comment ça a été cette intégration, j'aimerais bien que, comme ça, pour vulgariser ce projet Pas Jeune auprès du public ici présent. Donc le Pas Jeune, c'est un service public d'abord. Un service public, c'est une politique publique. Et si vous lisez le programme gouvernemental qui a été validé par le Parlement, qui désigne la politique du gouvernement en matière de jeunesse, vous trouvez que Pas Jeune. Pourquoi je dis ça? C'est pour justement dire que ce projet est un projet qui reflète la politique du gouvernement en matière de jeunesse. Alors, en quoi consiste ce projet réellement? Et vous voyez déjà la vidéo qui est en arrière-plan qui explique un peu le projet. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce projet, son objectif, c'est quoi? C'est occuper les jeunes positivement pour ne pas les laisser s'occuper par d'autres activités qui ont un impact négatif sur eux. Et comment les occuper? Et bien tout simplement en mettant à leur disposition des offres, des services publics ou privés, des opportunités, des plans. Et cette mise à disposition, il est soit à titre gratuit ou bien à des tarifs préférentiels. Donc on propose par exemple aux jeunes Marocains d'aller visiter gratuitement un musée ou un monument pour découvrir l'histoire et la culture du Maroc. On les invite également à aller se faire consulter par un médecin, un ophtalmo, un dentiste, un psychologue, dans un espace de santé jeune relevant du ministère de la Santé ou dans un clinique privé. On les invite également à suivre une formation en ligne, une formation par exemple en entrepreneuriat, en intelligence artificielle, en soft skills, et j'en passe. On les invite également à se divertir parce que le divertissement est aussi un créneau très important pour les jeunes. Aller par exemple réserver des séances de gaming dans les maisons des jeunes ou bien aller enregistrer son morceau de musique ou son podcast dans un studio d'enregistrement. On les invite également pour leur inclusion financière à ouvrir un compte bancaire automatiquement et de façon facile et rapide, et plein d'autres services et offres et opportunités que à travers cette application, on invite les jeunes à en bénéficier davantage. Et donc tout cela a été mis dans une application que vous avez pu voir en arrière-plan, une application mobile. Si vous voulez, c'est un service public qui n'existait pas avant. On n'a pas digitalisé un service public qui existe avant et était sous forme de papier. C'est un projet de digitalisation qui a commencé 100% digital. C'est vraiment un espace e-gov puisque le projet est porté par le ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture. Mais ce projet aurait être présent dans le pavillon Startup. J'aimerais, avec l'équipe qui est avec moi dans ce projet, on a souvent tendance à appeler ce projet une Startup d'État. Ça, c'est la tendance. Et donc, toute la mise à disposition de ces offres sont déjà dans l'application un partenaire qui a un partenaire de sport, de culture, et là, cette possibilité, on met en valeur son offre, elle est exposée comme vous voyez dans la vidéo. On essaie de sensibiliser les jeunes et les inviter à aller vers ces plans. Et donc, et la même chose, pour bénéficier de ces offres, on est en interopérabilité avec tous les partenaires. Ça veut dire que le service est 100% digital. Elle est dans une seule plateforme unifiée. Et si vous voulez, le Pas Jeune, c'est un levier, pas juste un service numérique, mais c'est un levier de transformation digitale et pour le ministère qui le porte et pour les partenaires. Donc, si je reviens, pardonnez-moi si j'étais un peu long, mais c'est une passion de Pas Jeune. Si je reviens à votre question, c'est Ali. Je vais répondre en revenant au tout début de ce projet. C'était fin 2022, début 2023, en essayant de concevoir et de développer cette application mobile.
Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On était devant deux contraintes majeures. La première, c'est, j'ai oublié de dire pour plus de précision, c'est que ce projet de patron, cette application, elle est destinée aux jeunes Marocains âgés de 16 ans, entre 16 ans et 30 ans. Bien sûr, les jeunes Marocains, mais également les étrangers résidant au Maroc. Donc, pour développer cette application et inviter les jeunes à s'inscrire dans cette application, on était devant deux contraintes. La première, c'est une contrainte d'identification de ces jeunes, doivent être marocains, doivent être âgés entre 16 et 30 ans, et un souci de contrôle de l'âge, d'éligibilité, si vous voulez, de ces jeunes. Et donc, dès le départ, on avait beau chercher au marché public ce qui existe comme infrastructure numérique d'identité. Il y a une application souveraine d'identité numérique. Ce qu'a dit, c'est juste. À cette époque-là, l'application d'identité numérique n'était pas, n'existe pas déjà dans les stores. C'était en cours, en développement. C'était pour aussi ça, prononcer ça fait longtemps. Mais pour démarrer le projet, on avait besoin d'une solution comme ça. Bien, malheureusement, il n'y avait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est débrouillé. On a pensé à ce qu'au moment de l'inscription, pour avoir les données des jeunes, ce sont des données qui sont en relation avec l'identité, bien sûr. Donc, on renseignait un formulaire. Après, on demandait aux jeunes de prendre sa carte nationale d'identité, la carte physique, la part de séjour, de la prendre en photo et de prendre un CV. Pourquoi? C'est pour s'assurer, derrière, il y avait un centre de relations clients. Ce centre de relations clients, il s'assurait au niveau du back-office, il s'assurait qu'on voit ce jeune, c'est un Marocain, l'identité marocaine, et là, l'âge, on vérifie les données renseignées avec les données figurant sur la carte nationale. Et bien sûr, avec on matchait entre la photo de la carte nationale et la photo prise en selfie pour vérifier qu'on voit lutter un peu contre la fraude. Donc, on a démarré comme ça, mais on n'a pas eu, si vous voulez, l'intervention du contrôleur, moi je dirais du protecteur des données fonctionnelles. Donc, on n'a pas eu l'autorisation de la CNRD. Pourquoi? Parce que faisant cela de cette façon, on n'était pas en conformité. Donc, qui est notre début de ce président. L'essentiel, c'était qu'on conforme par rapport à la loi, règlement, normes de sécurité en vigueur. Donc, on n'était pas, entre parenthèses, en conformité. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée, grâce à notre partenariat avec le CNDP, bien sûr, d'intégrer justement l'application d'identité numérique comme application d'identité nationale, avec des sciences, bien sûr, avec un interface dans les référentiels de la DGCN, avec une API sécurisée. Et donc, on a pu démarrer depuis le 3 septembre 2024 l'intégration de cette application. Et du coup, on a gagné des gains qu'on a eu. C'est que déjà, la validation du pass jeune, on passait plus par le centre de relations clients. Donc, c'est un gain en termes de temps. Maintenant, la validation elle est instantanée. On a gagné en termes de coût parce que c'est un coût du centre de relations clients. Et là, c'est un point qui est important à mon avis, c'est la fiabilité des données. Parce que laisser ça à la main des jeunes pour renseigner des données à leur guise, donc des fois on tombe dans des erreurs. Donc là, avec l'identité numérique, on est sûr qu'on a des données fiables qu'on peut utiliser en toute sécurité. Bien sûr, toutes les mesures de sécurité, de traitement de ces données, si vous voulez, par la suite, on est devenu conforme à la réglementation et on a gagné en termes de temps, en termes de coût et en termes de fiabilité des données. Très bien, effectivement, on aura l'occasion de présentation très détaillée. Je pense qu'on a fait finalement le tour de la plateforme, des use cases sur lesquels qui utilisent cette plateforme d'identité. Restons sur le continent et tournons-nous peut-être vers Monsieur Nkouri Kiyufura.
pour avoir un peu plus d'éléments peut-être sur l'expérimentation rwandaise, notamment en termes de fourniture de e-service, et comment est-ce que ces e-services au niveau de la plateforme Ironbow, comment est-ce que ces e-services utilisent l'infrastructure identité numérique pour justement sécuriser cette fourniture. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc j'ai eu l'honneur, j'ai eu le plaisir d'accompagner le Rwanda dans cette transformation du gouvernement dans l'octroi des services en ligne. Ça remonte déjà à 2008, quand le gouvernement a commencé le processus d'octroi de digitalisation de l'identité. Et une agence a été mise en place, l'agence nationale en charge de l'identification, National ID Agency. Ils ont rapidement donc pu créer la base de données ou le registre aujourd'hui des identités pour le pays. Comme peut-être vous le savez, le Rwanda, depuis plusieurs années, a commencé un travail de transformation numérique. Et dès lors qu'il y avait cette base de données, le gouvernement a répertorié plusieurs centaines de services qui étaient délivrés manuellement. Je me rappelle encore bien de ce temps, il y avait des services, ça demandait plus d'une dizaine de voyages. À partir du moment où vous cherchez l'information, vous soumettez votre demande, vous cherchez les personnes qui sont supposées vous aider, qui sont souvent occupés, nos administrateurs, dans plusieurs réunions. C'était très pénible d'avoir un service, ça peut prendre 1 mois, voire 2 mois. Et quand nous allons, par exemple, sur des services tels que les services fonciers, là, ça peut prendre 3 mois, 6 mois. C'était très, très pénible. Alors, le gouvernement, cependant, a décidé de mettre en place une structure PPP, public-privé, pour changer le paradigme. Ce n'était plus le gouvernement qui allait donner les services, mais ils ont mis une structure qui allait s'occuper de s'assurer qu'une plateforme soit mise en place et soit sustainable, ça puisse être établi de manière à générer des revenus pour s'assurer de la longévité de ce système. C'est là que Irembo qui signifie, c'est un mot en Kinyarwanda, en langue locale, qui veut dire la porte. C'est la porte d'accès au service. C'est ainsi qu'ils ont commencé à digitaliser les premiers services les plus demandés. Et plus tard, de 5 services, 10, 20, aujourd'hui il y a plus de 200 services. Les services qui demandent simplement la présence physique, c'est le passeport, parce qu'il faut qu'on vérifie que c'est une personne réelle, ainsi que la carte d'identité la toute première fois. Tous les autres services sont complètement en ligne, comme on appelle Zero Trip, Zero Paper, donc aucun papier, ça ne demande aucun papier à remplir et aucun voyage. Cela se fait en ligne. Vous payez en ligne parce que les plateformes d'intégration dans cette partie de l'Afrique, Mobile Money est très utilisé. C'est différent du Maroc où vous avez un taux de bancarisation qui est très élevé. Beaucoup de gens dans l'Afrique subsaharienne n'avaient pas d'expérience avec les banques. Moins de 5% de la population avait un compte bancaire. Donc, c'était une opportunité pour le Mobile Money. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à n'importe quel service. Et en quelques minutes, vous aurez une notification SMS parce que nos cartes d'identité sont liées avec nos cartes SIM. Et vous recevez une notification en ligne, vous obtenez un mot de passe en ligne chaque fois que vous voulez vous connecter et vous pouvez faire votre transaction. Ça a transformé complètement la manière d'interagir avec le gouvernement parce que tous les services government to business et government to citizen, l'interaction entre les citoyens et le gouvernement ainsi que le business avec le gouvernement ne demandent plus de présence physique. Le partenaire de confiance tierce, comme disait notre panéliste tout à l'heure, c'est l'agence de l'identification qui a ses bases de données, qui assure la confiance et tout le reste se passe justement en ligne.
Alors plus tard, à part l'interaction avec la connexion avec la base de données des IT, ça a été connecté avec la base de données aussi des registres de business, le business registry. Ça a été connecté avec la base de données des permis de conduire, la sécurité sociale, donc c'est complètement intégré. Et aujourd'hui, ça permet, et notamment aussi la plateforme sur les titres fonciers, ça vous permet de changer, de transférer un titre foncier d'une personne à une autre en quelques minutes, la même journée. Vous pouvez transférer votre titre foncier à quelqu'un d'autre qui a acheté. Donc c'est vraiment une révolution de la manière, le concept même du gouvernement et de la manière dont le gouvernement offre des services. Donc après plusieurs années comme chairman de cette organisation, c'est une compagnie, mais le gouvernement détient la majorité des parts. Ça a été fait avec un partenaire du Singapour tout au début. Voilà, les services maintenant sont complètement en ligne. Et ça permet maintenant aussi aux jeunes, à ceux qui veulent innover, de bâtir justement sur cette plateforme parce que ça a été bâti de manière à ce qu'à permettre aussi les entrepreneurs d'innover au-dessus et d'amener notre service parce qu'il y a beaucoup de données qui sont générales par la plateforme. Merci beaucoup de l'identité. Je vous propose de prendre un peu plus de recul et d'aller sur peut-être un volet un peu plus conceptuel. Et là, je me tourne vers M. Maël. Finalement, quels sont les briques standards et les bonnes pratiques qu'on observe aujourd'hui et qui, finalement, structurent et construisent toute plateforme d'identité digitale? C'est cet espace de parole. Je ne sauterai pas directement et en profondeur sur les briques, parce que je suis partisan du fait de dire ce n'est pas une question de technologie, de briques ou de technique. Je salue en fait les différents cas d'usage qui ont été cités du ministère de la Jeunesse, de ce que présentait Laurent Honda. Et je commencerai par dire les usages ont précédé quand même l'infrastructure d'identité. On n'a pas attendu les identités pour avoir des usages. Et c'est ça qui finalement tire vers les nouvelles infrastructures, puisque c'est le titre de notre panel, sur lequel je pourrais revenir et détailler les briques. Mais avant, je salue effectivement ces cas d'usage. Pourquoi? Parce que, comme M. le Président l'a rappelé au début, c'est quand même pas une affaire de technique, c'est tout de même une affaire sociétale. C'est quand même l'humain qui est derrière. Les utilisateurs, je pense que l'infrastructure ou les briques, ils n'en ont rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un équivalent de ce qu'ils ont déjà entre les mains. Vous avez tous un Apple, je ne fais pas la promotion d'Apple ou de Google. Vous arrivez à vous connecter à n'importe quel site. Et ça, c'est déjà l'usage de l'identité. Et ce qui vous intéresse derrière, c'est le service qui est rendu. Je le fais et je le fais vite. Et notre question, si le panel adresse bien une question, c'est laquelle pour les services gouvernementaux et pour, en fait, le e-gov qui se déploie beaucoup plus rapidement et d'une manière facile pour les utilisateurs. C'est bien ça notre question. Donc je vais peut-être passer, parce que je ne connais pas dans l'audience effectivement le degré de connaissances techniques sur des briques, et je veux encore une fois pas rentrer directement dans les briques, je veux bien introduire le sujet. Et je voudrais dire, vous connaissez tous quand même ce que c'est qu'une identité numérique, vous l'utilisez tous les jours. On est bien d'accord, vous avez tous connecté à un site, vous avez utilisé un login, un password, vous avez tous utilisé des Google, des Twitter, ainsi de suite. Alors sachez que ça, ce sont des identités numériques privées. Et comme les usages ont précédé en fait cette infrastructure d'identité régalienne, je prends l'exemple de la France. Je pense que la France n'a pas attendu le programme France Identité sur lequel Idacto accompagne le gouvernement français aujourd'hui au déploiement de l'infrastructure France Identité. En France, on utilisait déjà des services en ligne. Sauf que, on ne s'était pas posé peut-être la question, pourquoi on se la pose aujourd'hui, de protection de l'identité, de sécurité, ainsi de suite. Donc les usages ont précédé, et on arrive aujourd'hui à parler d'une identité régalienne. Et c'est un mouvement en Europe, pour ne pas changer de continent, mais puisque moi est présenté comme étant venant de la France et de l'Europe, ce qui est vrai, on parle beaucoup de wallet européen.
Et donc les usages ont précédé les infrastructures d'identité, et je dirais les infrastructures d'identité ont précédé la réglementation. J'irai jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire on voit l'Europe se mettre en marche pour définir les différentes règles qui permettraient de faire en sorte que l'identité régalienne ait le poids qu'elle doit avoir, mais pas que. Il faut que l'identité régalienne puisse aussi être protectrice de l'identité elle-même, évidemment, servir dans l'interopérabilité entre les différents pays de l'Europe, et ça c'est une caractéristique de l'Europe, mais qu'on pourrait voir dans d'autres régions du monde. Je ne rentrerai pas, je dirais, dans les exemples sur l'Afrique pour ne pas commettre un impair, mais on peut parfaitement voir des régions aussi africaines s'organiser comme l'Europe l'a fait, mais pas que en Afrique. On peut voir au Moyen-Orient s'organiser autour d'une identité, ou en Asie, autour d'une identité régionale, et donc des problématiques d'interopérabilité. Et le troisième point de cette réglementation, c'est aussi de voir comment on pourrait faire en sorte que vous, utilisateurs, vous soyez consentants dans le fait d'échanger vos données. Donc c'est un principe cher, je pense, aussi à la CNDP, et donc, Monsieur le Président, je parle sous votre contrôle, donc c'est le fait que l'utilisateur soit consentant de fournir sa donnée. Alors, dans ce panorama dont il parle de l'usage qui a précédé jusqu'à la réglementation, on peut commencer à parler effectivement d'infrastructure d'identité. Et là, je dirais, il n'y a pas une vérité. On ne peut pas venir vous dire, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une infrastructure d'identité, et effectivement vous dire, voilà, c'est la meilleure. Je fais partie des personnes qui ont beaucoup plaidé le fait que on ne peut pas, dans un pays, trouver la même infrastructure forcément d'identité portable un peu partout. On va dire générique, on va dire universelle. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça dépend beaucoup aussi de la culture du pays, de ses lois et de ses réglementations, de son histoire, et de beaucoup d'autres considérations aussi de rapport de force dans le pays. Ça peut être un sujet aussi, il ne faut pas hésiter à le dire, qui peut mettre des forces en jeu. Et donc, une infrastructure, généralement dans un pays, peut être impactée, on va dire, par différents éléments. Ce qui est bon, par exemple, en Europe, on ne va pas forcément le transporter tout de suite en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde en Afrique la problématique de l'identité et des infrastructures, on va penser en premier aux personnes qui n'ont même pas d'identité, même pas digitale. Ils ont une identité physique parce qu'ils existent certainement, mais ils n'ont pas d'identité papier. Et donc, beaucoup de programmes en Afrique ciblent déjà la construction d'une infrastructure d'identité numérique qui permette de digitaliser et d'avoir en fait la base qu'il faut et qui permet de retrouver en unicité une identité régalienne. Alors que l'Europe, là où l'Europe parle, elle a franchi le pas vers un usage qui est dans un wallet, qui est dans une autonomie de data qui sont portées par l'utilisateur lui-même et sur lequel il donne son consentement. Moi, aujourd'hui, je pense que je lance un message, c'est-à-dire le dire par les volets directement en Afrique, le transporter, alors que la facture n'est même pas fraîche en Europe sur un concept qui était très européen à la base, mais qui est aujourd'hui suivi dans le monde, sans voir les cadres réglementaires, sans voir prendre en compte un petit peu les différentes forces qui sont en place. Alors, effectivement, la seule chose qu'on peut dire, il y a une séparation entre ce qu'on appelle la partie identification, des cas d'usage et de l'authentification. Et ça, c'est une erreur qui est souvent commise. On peut avoir une approche de créer une infrastructure d'identité dans un pays. Identifier, c'est une chose. Vouloir trouver l'unicité dans l'identification en est une autre. Et passer la main à l'usage et passer la main à une identité qui est réutilisée pour ne pas la vérifier à chaque fois, c'est un système qui peut être et qui doit être séparé. Alors, je parlerai sous le contrôle du Royaume du Maroc, bien sûr, et donc de la présence de la DGSN, mais typiquement, la DGSN a une culture ancienne quand on regarde de la carte et de l'identification. Donc vous voyez bien qu'elle n'a pas la problématique de construire forcément une base unique, puisqu'elle existe une fois déjà, et qui donne des cartes d'identité aux personnes. Donc vous retrouvez une force dans le fait d'avoir déjà l'identité digitale dans les mains des citoyens marocains. Donc le système de la DGSN, de ce que je peux comprendre, permet en fait l'authentification d'une manière séparée du registre.
Et vous voyez que là, on est dans un exemple, effectivement, d'infrastructure. Je peux revenir après sur les infras aujourd'hui, ce qu'on appelle les SSI en Europe, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je préfère que ce soit dans une dynamique où on regarde comment ça se présente peut-être au Rwanda ou peut-être au Maroc, et revenir expliciter si besoin certaines briques sur lesquelles tu peux m'attarder. Effectivement. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on a globalement fait un tour d'horizon en termes d'existant et d'état des lieux. Et peut-être, je me tourne vers Monsieur le Président, Monsieur Chiralojny, peut-être une réaction par rapport à l'existant actuel et éventuellement selon vous et selon votre vision, quelles sont les modalités et les leviers pour apporter plus de sécurité, plus de confiance, un terme que vous avez utilisé lors de votre keynote, apporter plus de confiance pour amener les usagers à aller vers l'identité numérique et amener aussi les administrations peut-être à les intégrer et aller vers plus de digitalisation. Je voudrais insister sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant les problématiques d'architecture. Et quand je parle d'architecture, je ne parle pas d'architecture technique. Je parle d'architecture comme dans une ville, on va décider qu'un quartier est un quartier d'habitation et un autre est un quartier de bureaux et d'installation. L'architecture telle qu'elle existe aujourd'hui autour de l'identité nationale en Maroc permet d'atteindre un objectif qui est primordial pour la protection des données. Dans le sens où on a bien séparé, et le cas du pass jeune du ministère de la Jeunesse, je me rappelle les premiers échanges où vous conseillez de vous rapprocher de la DGSN pour prendre en charge l'application d'identité, c'est que les données d'usage ne sont pas portées par les mêmes personnes que les données d'identification. Et ça, en termes d'architecture de protection des données, c'est fondamental. Sinon, on aurait eu quoi? On aurait eu pour chaque banque, chaque assurance, chaque fournisseur de services, ils auraient entre les mains des bases de données avec reconnaissance faciale, etc. Et en même temps, les données d'usage. Deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'identité, l'authentification qui vont justifier n'est pas probante parce qu'ils ne sont pas régaliens, alors que celle de la DGSN est régalienne. Et la deuxième question, le deuxième problème, c'est qu'ils auraient en même temps dans le même système les données d'authentification et les données d'usage. Et c'est inadéquat. Et donc avec ce type de tiers de confiance, on a bien séparé les données d'authentification qui sont chez la DGSN et les données d'usage qui sont chez le client, dans le sens client qui demande un recours au tiers de confiance. Et autre élément, pour pouvoir avancer également dans la protection des données, le tiers de confiance national autorise techniquement la prise en compte d'identifiants sectoriels. Et donc, ce qui veut dire que s'il y a une fuite de données, enfin, il y en a rarement, mais s'il y a une fuite de données, on ne va pas avoir toutes les informations au même endroit. Et la manière avec laquelle on va gérer les identifiants sectoriels est une manière qui va protéger encore plus les citoyens. Et j'insiste et je termine en disant que ce n'est pas que les données sectorielles qui sont les identifiants sectoriels qui sont intéressants, c'est une maturité qui va plus loin que l'identifiant unique, mais c'est aussi le fait que ce que je disais tout à l'heure, les données d'authentification ne sont pas confondues, ne sont pas au même endroit que les données d'usage. Merci beaucoup. Et en tout cas, je pense après ce tour d'horizon sur l'état des lieux et l'existant, intéressons-nous finalement aux perspectives d'évolution et du futur et peut-être tournons-nous vers M. Nicolas Kiyoufura et M. Chakri pour comprendre un petit peu les défis auxquels finalement, au travers de vos use cases,
vous êtes confrontés et finalement comment est-ce que la gestion de l'identité numérique doit évoluer pour vous accompagner à pouvoir finalement porter ces nouveaux use cases. Alors peut-être avec Monsieur Nkoleli qui nous fera notamment la notion d'intégration géographique qui est aujourd'hui une réalité de plus en plus forte au niveau continental, des pays qui souhaitent de plus en plus se rapprocher, s'interfacer et échanger des données. On parle aussi d'interopérabilité, pour le mot est dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et comment l'identité participe à la concrétisation de ces ambitions? Merci. C'est un sujet très important pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, en parlant de plus de 50 pays, c'est le continent le plus morcelé dans le monde. Cela signifie quoi? Chaque pays a bien sûr son cadre légal réglementaire, c'est très important, mais la vue et les perspectives sont nationales par défaut et rarement régionales. Aujourd'hui, nous parlons d'un continent de 1,4 milliard d'habitants, mais quand nous regardons nos perspectives qui sont souvent nationales, nous regardons le marché local. Et avec ça, nous ratons une grande opportunité continentale d'un marché intégré de 1,4 milliard d'habitants. Et comme cela, nous n'avons pas cette opportunité, cela signifie qu'il y a beaucoup de limitations. Par exemple, au Maroc, vous aurez beaucoup de use cases qui seront nationaux. Et à partir du moment où vous quittez votre pays, vous allez au Kenya par exemple, vous voulez ouvrir un compte en banque, la banque va vous demander votre pièce d'identité, ça peut être une carte ou un passeport. Eh bien, la banque n'est même pas très sûre si c'est une vraie carte ou bien c'est un vrai passeport, parce qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier. Ils vont éventuellement ouvrir un compte en banque. Ils ne peuvent jamais être sûrs que vous êtes bel et bien la personne, parce que c'est pas très compliqué de créer un fake passport aujourd'hui. Voilà les limitations que nous avons. La confiance est forte au niveau national, elle est moins forte au niveau régional qu'au niveau continental. Donc c'est dans ce cadre que nous avons commencé une initiative qui s'appelle le Smart African Trust Alliance, où nous pourrons faciliter l'interopérabilité des différents mécanismes d'identification des différents pays basés sur des principes communs qui permettraient que les différents pays puissent créer un climat de confiance qui permette, parce qu'avec l'autorisation bien sûr des utilisateurs, que par exemple votre carte soit vérifiée. Vous allez dans une banque, on peut prendre le même exemple, vous voulez ouvrir un compte en banque, la banque peut vérifier, avec l'autorisation bien sûr de la personne, si c'est une carte qui est réelle ou pas. Là, ce n'est pas, on ne parle pas d'une transposition des données, on ne parle même pas de transfert de données vers une structure tierce. Ça peut aller aussi simple, juste de vérifier si c'est vrai ou faux, avant que la banque puisse donner le service qui suit. Donc nous avons commencé ce processus, nous avons aujourd'hui 17 pays qui ont souscrit dans l'Alliance Smart Africa à faire partie de la première phase. Les autres pays vont suivre par la suite. Nous pensons que ça va augmenter beaucoup de transactions qui n'existent pas aujourd'hui. Le e-trade, par exemple, quand vous voulez faire le commerce en ligne, eh bien, vous êtes un marchand dans un pays X, vous voulez être reconnu dans un autre pays, ça devient facile. Le paiement en ligne, la même chose, être reconnu comme étant vraiment une personne derrière qui fait une transaction. Et bien d'autres use cases, notamment le gouvernement, les échanges, ainsi de suite, même les validations des diplômes, par exemple. Vous savez comment c'est très compliqué de valider votre diplôme. Quand vous sortez de votre pays, il y a beaucoup d'exigences pays par pays. Je pense que le projet de M. Yegi, je pense qu'il en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui va dans la même direction. Et ce sont ce genre de choses que nous voulons voir, sinon nous n'allons jamais parler du même au niveau du continent.
Donc ce sont des initiatives initiales et nous espérons, et nous le faisons avec le secteur privé, pour rendre cela possible. Merci, monsieur le Président. Merci. Merci. Je vous remercie pour cette question croisée. Et en répondant aux questions, je vais aborder deux points. Le premier point, c'est en relation avec les utilisateurs du service, qui est le point jeune, par rapport à l'intégration de cette application de santé. C'est que des fois, on fait face à un utilisateur qui est averti, à savoir en l'occurrence les jeunes, et les jeunes ont besoin d'un processus, d'une expérience fluide, d'une expérience simple, d'une expérience sécurisée. Et donc, techniquement, au niveau de l'intégration entre les deux applications, je dirais que ça a été au top. Mais bien sûr, il y a toujours des améliorations pour toute application numérique. Donc, il y a toujours des applications à faire. On est toujours en relation avec le chef de projet, avec la DGSN, pour toujours apporter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles améliorations. La dernière fois, on était en réunion pour, au lieu de vrai qu'au niveau de user experience, c'est facile, le jeune ne sait pas qu'il se passe d'une application à une autre. C'est vrai, il est dans le même environnement, mais on aimerait bien, c'est ça parmi les vidéos, on aimerait bien aller plus loin dans cette expérience. Et déjà, les solutions sont là. On en a discuté déjà avec M. Ido, c'est le STK, ou bien autre chose. De toute façon, on est en train d'améliorer l'expérience utilisateur au fur et à mesure, changer le développement des deux côtés. Deuxième point qui est important à mon avis, c'est l'interopérabilité avec les partenaires, avec les fournisseurs des offres et des opportunités pour les jeunes. Je vais parler de deux cas de figure qui ont été déjà mis en place et déployés, savoir le partenaire bancaire. On sait très bien que le partenaire bancaire a besoin d'une certitude d'identité, d'identification de celui qui va ouvrir un compte. Le service ou l'offre, c'est quoi? C'est permettre aux gens d'ouvrir automatiquement et instantanément son compte bancaire au niveau d'un partenaire bancaire. Et donc, comme a dit Monsieur le Président, on s'est appuyé sur cette séparation entre les données personnelles, l'identité et les données d'usage. On exploite grâce à cette intégration d'applications d'identité numérique par jeune, on a pu avoir beaucoup d'offres par rapport à des partenaires qui étaient auparavant réticents, en l'occurrence le partenaire bancaire. Et donc, dès qu'ils sachent que les données d'identité des jeunes inscrits sont issues à partir d'une base de données souveraine, la DGSN, et donc automatiquement ils acceptent de partager, on partage avec eux, avec une interopérabilité bien sûr, des API sécurisés, toutes les mesures de sécurité sont prises, et également on insiste beaucoup plus sur l'aspect réglementaire, l'aspect convention. Dans la convention de partenariat avec ce partenaire, il y a toujours une clause pour le respect de l'utilisation et du traitement des données à caractère personnel. Deuxième cas de figure, c'est par exemple l'ONCF. L'ONCF, avant, pour qu'un jeune puisse bénéficier d'une réduction sur ses voyages, ses tarifs de voyage au bord du train, il devait aller à la gare pour remplir un formulaire, déposer une photo personnelle, payer 50 dirhams par exemple. Et donc, on a dépassé tout ça, on a vraiment digitalisé cette offre au profit des jeunes. Et le jeune, bien pas jeune, il peut d'un seul clic avoir sa carte d'abonnement au NCF instantanément. Et pour bénéficier de la réduction du voyage, il peut juste copier et coller un code promotionnel et bénéficier de la réduction. Donc c'est tout à fait 100% digitalisé. Et ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas cette confiance de notre partenaire, qui est dans ce cas l'ONCF, par rapport aux données qu'on partage avec eux et qu'ils sont tenus eux-mêmes de respecter l'utilisation et le traitement. Donc
des cas de figure comme ça sont plusieurs au niveau du partenaire, je dirais même avec le secteur privé, avec les sociétés privées. Et donc, vraiment, ça nous a beaucoup aidé et on a pu avoir beaucoup de partenaires grâce à cette confiance dans les données, cette fiabilité dont on parlait la première fois, cette fiabilité des données qu'on partage avec nos partenaires. Bien sûr, la boucle est bouclée et on partage la même chose avec l'autorité responsable du contrôle des données de la CNTP, toutes les conventions qu'on a eues avec nos partenaires, et comme ça, on est dans un respect total et global des données à caractère personnel. Merci beaucoup. On a vu finalement des enjeux qui se posent au niveau étatique avec les notions de fédération d'identité, des enjeux aussi très, on va dire, proactifs pour finalement préparer et répondre à des enjeux d'interopérabilité et de renforcement d'intégration entre États, donc des sujets de pouvoir gérer finalement les échanges d'identité entre États. Et là, je me tourne vers M. Maher. Aujourd'hui, avec finalement votre expérience dans le contexte européen, c'est des sujets qui sont pour nous africains qui se posent comme finalement des enjeux futurs, mais qui sont finalement une réalité pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion de ID Wallet, voire de fédération d'ID Wallet interétatique, qu'on pourrait observer interétatique, qu'on pourrait observer entre États en Europe? Votre micro, je ne sais pas pourquoi, il est meilleur que le nôtre. Pour illustrer déjà l'interopérabilité, je pense, je vais distinguer deux cas de figure. Ce qu'on appelle le offline et ce qu'on appelle bien sûr être en ligne. Alors être offline, comme si je suis tout seul avec ma carte d'identité ou mon permis de conduire. Donc ce que je vais avoir si je dématérialise sur le mobile, il faut que je puisse me présenter même si je n'ai pas de réseau, je suis offline et donc je dois, une fois que j'ai dématérialisé, je puisse présenter mon permis de conduire à un gendarme ou un policier. D'accord ? L'interopérabilité, effectivement, n'est pas au sein d'un même pays, parce que je pense, j'espère en tout cas, qu'effectivement le cadre qui va être créé permettrait que tout ça fonctionne ensemble. Pour l'Europe, mais au-delà même de l'Europe, la question est comment, si j'ai dématérialisé mon permis de conduire français, je peux avec, et je peux montrer comme ça rapidement, hein, parce que je pense que ça permettrait de... Alors le but c'est pas de faire des démos, mais comment... Donc voilà l'application France Identité dans laquelle aujourd'hui j'ai mon permis de conduire. Donc la question, si j'ai mon permis de conduire, en France un gendarme qui m'arrête et qui effectivement peut le vérifier, on ne va pas être impressionné, n'est-ce pas? Mais si avec ça je suis aux États-Unis et qu'un policier américain m'arrête et arrive à comprendre mon permis de conduire, je suis dans l'interopérabilité de ce que j'appelle le offline. Alors si je suis en ligne, la problématique européenne a été depuis le début et depuis 2014 ce qu'on appelait eIDAS. C'est le fait que tous les pays ont le devoir d'authentifier leur population, mais qu'une fois qu'ils l'ont authentifié, le citoyen français puisse accéder à un service belge, italien, allemand, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'on arrive à comprendre que cette authentification qui est réalisée en France, avec les caractéristiques de l'utilisateur, lui donne droit à un accès à un service belge. Alors ça peut nous paraître abstrait, trop abstrait. En Europe, ça concernait les petites entreprises qui travaillaient effectivement dans différents pays européens. Donc c'est l'origine. C'était un échec total. C'était un échec total parce qu'on a eu des techniciens qui ont travaillé sur des modèles qui, même dans les entreprises de fédération d'identité, étaient très compliqués à déployer. C'était l'eIDAS V1, on va dire. Et puis arrivé en 2000, donc plus récemment, qui a été voté en 2014, le eIDAS V2, qui lui a profité de ce qui a précédé, comme on avait dit, donc des infrastructures. Vous voyez bien que la réglementation arrive des fois après qu'il y ait eu des déploiements, donc c'est OpenID, c'est différentes technos, et ça a permis de commencer à penser les systèmes de ce qu'on appelle le wallet. Mais le but était toujours le même, c'est qu'un Français qui a un wallet puisse être en Allemagne et utiliser un service en ligne allemand aussi, en utilisant son wallet.
Alors, je ne sais pas si les slides peuvent apparaître, mais très bien, si vous pouvez garder ça, c'est sur les tendances. Et il y a un slide qui explique effectivement pour le wallet, après derrière, comment on peut, alors je ne sais pas si on peut arriver plus loin encore. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Encore sur le schéma. Pardon? Vous ne l'avez pas? D'accord, très bien. Alors je vais essayer quand même de résumer moi-même sur le wallet pour le démystifier. C'est le fait quand même, quand vous avez une identité, effectivement c'est ce qui se passe au Maroc, on peut parfaitement la dématérialiser sur le mobile. La manière de le dématérialiser sur le mobile, elle doit servir à deux cas d'usage. Le premier, c'est le offline, et le deuxième, c'est online. Et une fois qu'on l'a, comme M. le Président l'a précisé, il faut séparer entre les données d'authentification et les données que je vais utiliser dans différents secteurs. Par contre, elles vont venir s'alimenter à travers une identité régalienne qui est bien connue, d'accord, qui est bien certifiée. Et là, ces différentes données et attributs que je vais mettre dans un wallet, c'est comme mon portefeuille en fait, vont être des données qui vont être signées, mais pas signées par l'autorité qui m'a identifié. Donc vous voyez la séparation, ils vont être signés par l'entité qui les a émises. Si c'est la banque qui a donné mon numéro de compte bancaire que moi je voudrais communiquer dans le cadre d'un échange en ligne, bah, il a été signé par ma banque. Et ma banque est de confiance parce qu'il y a tous les mécanismes de signature que les différents experts peuvent reconnaître. Et à ce moment-là, je peux utiliser ce qui est bancaire avec la banque, ce qui est social avec le secteur social, ce qui est santé, même si c'est particulier, on préfère à ce moment-là parler d'un wallet complètement séparé, puisque les données de santé exigent peut-être des ordonnances, des choses sur lesquelles on va enrichir. Et là, on peut être un modèle tel que par exemple le ministère de la Jeunesse a exposé, c'est-à-dire c'est une application qui a ses propres données, mais qui a pu s'initier en s'identifiant avec l'identité numérique marocaine. On a récemment en France le cas avec la carte vitale, qui est la carte santé. Elle a pu se déployer d'une manière extraordinaire, alors que l'application elle-même était en train, une fois qu'elle s'est couplée avec l'identité numérique que je vous ai montrée. C'est-à-dire, moi, je suis un citoyen français, j'aimerais bien quand même avoir ma carte vitale sous une application. C'est une application séparée, avec les données santé séparées, mais le fait de l'initialiser et s'assurer qu'elle m'appartient, ça se passe à travers l'identité numérique. Et donc, les mécanismes d'interopérabilité, on peut les qualifier de deux manières. Soit utiliser mon identité et mes données cross-border, on va dire, c'est le cas de l'Europe, soit entre les différentes parties prenantes d'un bloc d'infrastructure d'identité. C'est qui? C'est le tiers de confiance étatique qui a donné l'identité, c'est le relaying party qui veut lui utiliser la donnée et la vérifier, c'est-à-dire il va dire moi pour ouvrir un compte à quelqu'un, je suis une banque, j'ai besoin de sa carte d'identité, j'ai besoin de tel certificat, de telle attestation, et du coup je dois être en mesure de vérifier que ce qu'il est en train de me fournir est bien quand même quelque chose émis par une source de confiance. Ça, c'est une interopérabilité. Et puis, bien sûr, celui qui est en train de placer les données ou de les rendre disponibles, il doit les signer. Et ces trois, cette triptyque, elle doit interopérer. Et comment elle peut interopérer? C'est à travers les standards et à travers la normalisation. Et aujourd'hui, au-delà de l'implémentation, il y a beaucoup de normes et de standards qui vont aider beaucoup de pays, je veux dire en Europe certes, mais au travers même le monde, de pouvoir implémenter des choses interopérables. J'espère avoir explicité un petit peu simplement l'interopérabilité, qui est un sujet quand même bien complexe. Merci. Question. Merci, c'était très clair. En tout cas, merci beaucoup. Au regard un peu de ces attentes en termes de use case, au regard aussi de ces pratiques et de ces enjeux continentaux et internationaux, quelle est la vision de la DGSN en tant que fournisseur, on va dire, régalien de l'identité numérique au sein du Royaume? Quelle est votre vision des prochains défis, des prochains challenges et des évolutions à apporter sur finalement la plateforme nationale d'identité digitale? Alors, pour essayer d'accompagner un petit peu ma réponse, parce que j'ai essayé de retenir par rapport aux trois dernières interventions, trois problématiques, pour montrer vraiment que les évolutions qu'on met en place sur notre plateforme
correspondent un petit peu aux besoins de nos partenaires, aux spécifications demandées par nos partenaires. Donc je retiens tout d'abord un usage transfrontalier de l'identité, l'usage des passeports, l'usage entre pays, etc. Je retiens aussi de votre intervention peut-être user experience, c'est ce que vous avez ressorti un petit peu de votre intervention, et une interopérabilité continentale ou régionale concernant la troisième intervention. Donc vraiment, je veux montrer un petit peu que tout ce qu'on a mis en place répond à un besoin réel. Alors, si on peut juste afficher un petit peu. Alors, comme je disais, la plateforme reste une plateforme technique, reste une plateforme d'authentification, une plateforme de tiers de confiance, mais qui, sans adoption, sans véritable adoption, reste une solution technique tout simplement mise en place. Donc c'est cette adoption qui pousse, qui donne un niveau un niveau supérieur à cet usage. Merci. Donc, avec les 52 services que j'ai dit tout à l'heure et avec les 48 partenaires qui travaillent, donc, nous essayons de nous adapter et de répondre un petit peu à leurs besoins. Donc ce que nous avons fait, ce qui est déjà mis en place sur notre plateforme et ce qui va être mis en place sur la plateforme, c'est tout d'abord l'ajout de nouveaux documents. Ça a été demandé par plusieurs partenaires, notamment par le secteur bancaire, par d'autres partenaires très importants. C'est l'ajout de nouveaux documents à la plateforme. La plateforme, à son lancement, utilisait uniquement la carte nationale de nouvelle génération, la CNI 2. Par contre, au lancement, il n'y avait pas une grande partie de la population qui avait cette carte nationale. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons ajouté la carte nationale d'ancienne génération, la CNI 1, la carte nationale que tout le monde connaît ici depuis 2008, et nous l'avons intégrée à la plateforme. C'est-à-dire, parce qu'on reçoit beaucoup ce genre de questions, aujourd'hui la plateforme peut être utilisée, on peut vérifier notre identité avec la nouvelle carte et l'ancienne carte. Mais pas seulement, on peut aussi utiliser la carte de séjour. Tout cela, c'est des évolutions qui sont venues se greffer au projet, sachant que le projet a 3 ans, il est très jeune. Donc, en plus, dernièrement, nous avons ajouté l'usage du passeport. Donc, pour répondre un petit peu à la problématique exposée tout à l'heure, le passeport national et international étranger est aujourd'hui utilisable dans notre plateforme. On peut l'utiliser pour vérifier notre identité. C'est-à-dire que le projet là prend une ampleur régionale, internationale. La plateforme peut être utilisée pour les inscriptions, pour la vérification lors d'événements majeurs que peut connaître notre pays, pour des accès à des séminaires internationaux, pour des événements sportifs qui sont à venir. Nous sommes en train de travailler avec les organismes qui les gèrent pour l'usage de ce passeport-là pour être utilisé dans ces plateformes. Et nous travaillons en parallèle sur la dématérialisation de la carte nationale. C'est-à-dire là où on avait besoin toujours de la carte physique pour s'authentifier, nous sommes en train de dématérialiser cette carte et rendre une carte, on va dire, numérique dans le téléphone, dans le smartphone de tous ces utilisateurs. Il faudra toujours, bien sûr, une première fois une phase d'enrôlement, mais les phases où il sera toujours possible de faire des authentifications en ligne avec la version dématérialisée de la carte, donc des authentifications ou des identifications de KYC, c'est-à-dire je partage mes informations, mais aussi sur du contrôle de face à face, pas nécessairement on n'appelle pas nécessairement le offline, mais ça peut être du en ligne, mais de face à face, en affichant, je ne sais pas si on le voit, une version QR code signée, chiffrée par la DGSN, pour pouvoir m'authentifier auprès des personnes qui veulent le vérifier. Sinon, pour conclure, j'ai voulu mettre en place, donc on ne le voit pas, mais en bas, c'est le QR code d'un portail monidentité-numérique.ma, enfin identité-numérique.ma. C'est pour informer un petit peu toutes les personnes qui sont là présentes. Vous avez déjà tous un espace personnel sur le portail identité-numérique.ma. C'est-à-dire là, vous téléchargez l'application, vous connectez avec votre carte, pas besoin de configurer quoi que ce soit. Vous entrez et vous allez voir est-ce que votre identité numérique a été utilisée
sur un service donné, sur tous les services qui sont aujourd'hui intégrés sur la plateforme. Vous pouvez vous connecter là tout de suite sur identité-numérique.ma et vérifier l'usage de votre identité. Ça, c'était important de le préciser parce que ça faisait partie un petit peu des spécificités de notre plateforme, de la transparence de l'État par rapport à l'usage de l'identité numérique et que tous les usages de l'identité numérique sont transcrits sur ce portail. Voilà pour les évolutions de la plateforme. Je voudrais, si je peux réagir à ce que dit Siejou. Je pense que ça c'est important. Je vois le parallèle avec ce qui s'est passé en France, où la CNIL, qui est l'équivalent de la CNDP, donc au Maroc, a exigé justement qu'il y ait ce type de portail pour que chaque citoyen se rende compte de l'usage des données d'authentification qui est faite de l'identité numérique. Donc c'est vraiment quelque chose qui aide à accroître la confiance de citoyens dans l'utilisation de cette infrastructure d'identité. Et c'est très important parce que le citoyen sache que son identité et ses données personnelles sont en train d'être échangées à son insu. C'est vraiment ce vers quoi, en fait, contre quoi l'Europe s'organise pour défendre avec les normes, les standards et la réglementation. Et donc allons sur identité-numérique.ma pour vérifier les usages qui sont faits. Mais en tout cas, merci à tous pour cette participation et pour cette animation de panel. Je vais laisser le mot de conclusion et le mot de fin à Monsieur le Président. Pour conclure, un mot de fin autour de ce panel. C'est peut-être pas... demande inattendue. Ah ouais. On peut dire en fait, on retient en fait un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que la protection des données, c'est aussi une architecture. Ce n'est pas simplement des lois et des traitements unitaires et granulaires de traitement. Que cette architecture doit entre autres séparer les données d'usage des données de modification. Et qu'en troisième lieu, c'est cette confiance et pas simplement une vision technique de quelques ingénieurs qui se limitent à une vision technique sans aucune vision stratégique. C'est cette vision stratégique qui crée la confiance nécessaire pour le développement du monde. Très clair. Mais en tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à tous nos panélistes pour cet échange. On vous remercie aussi d'avoir assisté à cet échange et on conclut donc notre panel. Merci. Oui. Merci infiniment. Les applaudissements pour mesdames et messieurs. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.